Bonjour et bienvenue à cette 6e séance d'introduction juridique à la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'État à l'ère de la blockchain. Je m'appelle Jourou Christian et je suis juriste et développeur blockchain. Ma spécialité, c'est la blockchain Ethereum, c'est les smart contracts. Je suis formateur euh, et aujourd'hui, principalement, je forme les praticiens du droit, que vous soyez étudiant à la faculté de droit ou tout simplement avocat, juriste d'entreprise, etc., etc. Aujourd'hui, je voudrais mener avec vous, en cette 6e séance, une réflexion sur le rôle de l'État à l'ère de la blockchain en me basant sur certaines personnalités qui, dans l'histoire juridique, ont donné des positions ou ont estimé euh, les fonctions ou les compétences de l'État. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur la loi par excellence qui nous a été appris dès la première année de notre faculté de droit, à savoir la Constitution. Cette question du rôle de l'État à l'ère de la blockchain me trotte dans la tête depuis le premier jour où j'ai fait la connaissance de la blockchain en 2011. Donc ça fait un peu plus de 10 ans. Euh, Parce que en tant que juriste d'un côté, qui connaît la loi et ses fondements, mais de l'autre côté également en tant que évangéliste et développeur blockchain, j'ai trouvé assez difficile de tout de suite concilier les deux univers tant ils sont opposés. Nous allons donc parler d'abord du droit constitutionnel pour comprendre quelles sont les compétences que certains penseurs du passé ou du présent estiment que l'État a ou doit avoir par défaut. Puis nous allons parler d'une compétence très particulière qui a été le fer de lance de la pensée de Weber, qui est la force et la légitimité. Puis, nous allons parler justement de ce qui se passe lorsque l'État perd le monopole de cette force, pardon. Qui dit force dit également une forme de confiance. Donc, nous allons faire une migration vers la confiance par la voie cryptographique. Qu'est-ce qui se passe lorsque les citoyens payent de plus en plus cher la confiance qui était jusque-là abordable parce que l'État faisait son boulot. Puis, à la fin, nous allons parler de l'État, du virtuel, du monde virtuel dans lequel nous sommes juste en train de rentrer avec notamment les différents métavers, avec les NFT et la liberté. Et donc, soit une nouvelle compétence que l'État vient d'acquérir en permettant à des entités privées de pouvoir jouer ou être sous-traitant de cette nouvelle compétence. Donc, commençons par la Constitution, le droit constitutionnel. Je me souviens que le premier cours que j'ai reçu en faculté de droit, c'était le droit constitutionnel. Et il concernait le rôle de l'État et ses différentes fonctions. Par exemple, je me souviens que lorsque notre professeur de droit constitutionnel a parlé de Hobbes et de Baudin, c'est la fois où j'ai compris ce que ça voulait dire en fait qu'un État était souverain, quelle que soit sa forme de gouvernance, sachant que ça pouvait être soit sous forme de gouvernement ou de monarque. Alors, également, je me souviens de Georges Jelinek,
de qui j'ai appris que l'État avait 6 compétences. Le premier, c'était l'autodétermination. Exemple d'autodétermination, l'ONU qui vote pour que la force onusienne reste au Mali et la France qui suggère que cette force onusienne soit épaulée dans les airs par exemple, la force Barkhane qui unilatéralement a décidé de quitter le Mali, et le Mali qui dit merci beaucoup la France, mais on n'a plus besoin de votre aide. Vous faites la ligne comme tout le monde désormais. Parce qu'il y a eu dénonciation de toute forme de contrat qui nous liait. Ça, c'est de l'autodétermination. Lorsque le ministre des Affaires étrangères malien dit à l'État français que désormais il doit faire la ligne comme tout le monde et proposer ses services, eh bien c'est l'État malien, c'est le peuple malien, parce que jusqu'à preuve de contraire, Assimi Goïta, l'homme fort actuel de l'État malien, n'a pas été contesté par la rue. Or, nous savons tous que par définition, la démocratie, c'est le peuple, c'est le choix du peuple. Eh bien, la France doit désormais aller dans le sens des autorités maliennes qui représentent légalement et légitimement le peuple malien. Qu'est-ce que la légalité? Qu'est-ce que la légitimité? On pourra peut-être la voir dans une autre vidéo. Continuons. La deuxième compétence, c'est la sécurité. La sécurité à la fois externe et interne aux frontières. Externe, eh bien, c'est de pouvoir se battre contre, par exemple, une force étrangère qui veut entrer dans le pays sans l'autorisation du peuple, sans l'autorisation du gouvernement qui a été voté ou bien qui est soutenu par le peuple. La sécurité interne, c'est lorsque un gouvernement se met à brimer ouvertement son peuple, à lui refuser de sortir, de s'exprimer. C'est lorsque l'État devient incapable en fait d'assurer la confiance entre les parties privées. L'État a le monopole du pouvoir. Monopole dans la mesure, quand je parle du monopole, c'est notamment la force d'appliquer une certaine force qui oblige les entités privées ou même publiques à se soumettre à la loi. Il y a la régulation, donc la réglementation, il y a la loi, la protection légale et bien sûr, en dernière position, la protection de sa culture. Max Weber, ou Max Weber, comme j'aime tant à l'appeler, nous a appris que l'État était avant tout une représentation de la force. On pourrait parler de la force brute lorsque, par exemple, les autorités françaises envoient les CRS, la police, mater les gilets jaunes. Ça, c'est de la force brute. On pourrait également parler de la force contraignante lorsque, en tant que entité privée, par exemple, on suppose que avec tout ce qui se passe dans le monde de la crypto-monnaie, bientôt des entités comme Celsius pourraient être condamnées par l'État, soit l'État français, soit l'État américain, US, de rembourser les gens qui ont été spoliés. Ça, c'est la contrainte juridique. Et l'État, selon Max Weber, est le seul à pouvoir imposer cette forme de contrainte. Il y a également Roland Hartmann qui dit que l'unité souveraine de l'État est l'autorité finale qui ne doit recevoir en aucun cas aucune forme d'ordre possible venant d'ailleurs. Donc, ni l'ONU ni l'État français ne vont forcer l'État malien à accepter que la force Barkhane revienne sur le territoire malien. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Roland Hartmann a d'ailleurs défini qu'un État devenait une nation dès que les peuples qui sont sur le territoire de cet État, dans leur autodétermination,
l'acceptait comme source primaire et légitime de tout pouvoir. Donc, de cette assertion naît ce qu'on va appeler la démocratie, qui est le pouvoir légitime. En gros, c'est pour ça que je faisais tout à l'heure un jeu de mots entre légitimité et légalité. Donc, pouvoir légitime que tout gouvernement doit posséder pour véritablement régner et imposer la loi, qui sera une pour tous. Ça, c'est une vision que l'Occident partage aujourd'hui avec le reste de l'humanité, notamment ces 3 derniers siècles. Maintenant, nous allons parler principalement de Weber, de Max Weber, et de ce qu'il appelle la force, ou bien la légitimité ou le monopole de la force. Ce qui, jusqu'à présent, légitime la force de l'État, c'est l'absence de vengeance entre 2 individus privés. Par exemple, quand je dis privé, ça peut être 2 entreprises qui vont se foutre sur la gueule, ou bien ça peut être 2 entités physiques, donc 2 personnes qui se battent par exemple dans la rue. Par la Constitution, donc la grande loi, comme on l'appelle, le peuple, indépendamment de leur statut social, s'engage à recourir à la seule source légitime qui possède le monopole de la force et de l'autorité afin d'obtenir justice. Et ça, c'est l'État qui le fait. Par contre, attendons-nous bien. L'État remplit plusieurs rôles. Il y a d'abord le social, puis l'économique, le politique et le juridique. Donc, l'État aujourd'hui, et en tout cas ces 2 derniers siècles, et particulièrement durant le XXe siècle, a été ou bien est perçu comme le tiers de confiance par excellence vers qui tous se tournent en cas de désaccord. Donc, vu que tous se tournent vers l'État, la mission de l'État, c'est de s'assurer que le montant, la transaction à payer pour accéder à cette confiance-là soit abordable pour tout le monde. De l'enfant qui naît à l'hôpital ou quel que soit l'endroit, au vieillard qui décède, eh bien, tous doivent, ou du moins, se tournent vers l'État qui leur garantit la sécurité. Et donc, ils font confiance en l'État. Je voudrais bien qu'on comprenne cette partie qui est énormément absent des discussions. La relation qu'un citoyen a avec l'État, c'est une relation avant tout transactionnelle. Qu'on l'accepte ou pas. Lorsque nous payons un timbre à la préfecture pour acquérir un passeport, une carte d'identité, c'est transactionnel. Et cette transaction, eh bien, c'est de la confiance que nous achetons. Lorsque nous payons nos impôts à la fin de chaque année comptable, eh bien, nous achetons la confiance. Et cette confiance que nous l'achetons à l'État. Donc, lorsque les gens se plaignent qu'il y a trop de taxes à payer, eh bien, c'est que la confiance devient très chère et donc pas accessible à tout le monde.
qu'est-ce qui se passe lorsque la confiance n'est plus accessible à tout le monde, mais plutôt à une classe privilégiée? Eh bien, vous allez voir que les classes les moins privilégiées vont se soulever, faire des émeutes, et le pire peut venir. Nous allons en parler un peu plus bas. Alors, maintenant, lorsque cette confiance coûte trop cher, lorsque pour acheter cette confiance, on y laisse ses plumes, eh bien, l'État va commencer à perdre ce qui fait sa légitimité. Et c'est le monopole de la force. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un État n'est plus en mesure de garantir une confiance abordable à ses citoyens? Je dis bien abordable dans un sens transactionnel. Parce que je tiens à ce que vous vous rappelez de ceci. La relation que j'ai avec n'importe quel État dans lequel je m'installe, c'est avant tout une relation transactionnelle. Je paye cet État qui en retour me garantit une certaine confiance. Il n'y a pas de gratuité. Alors, que se passe-t-il lorsque la classe politique, qui est censée garantir à minima cette confiance abordable, se laisse pervertir et abuse de la confiance que les citoyens ont envers elle? Eh bien, la première des choses qu'on va voir, c'est que l'État va perdre sa légitimité. Et à partir de là, on va commencer à parler d'État fantoche ou bien ou même d'État fantôme. Parce que cet État ne sert plus les intérêts de tous, mais plutôt les intérêts d'un tout petit groupe. Et donc, en se rappelant de Rousseau, on peut dire que à ce moment précis, le contrat social qui lie les peuples et l'État est détruit. Et donc, désormais, ce qui va arriver, c'est que on va commencer, on va voir naître ce qu'on va appeler un État chaotique. Et aujourd'hui, plus que jamais, après que l'État a passé un siècle doré, parce que le 20e siècle, c'est clairement le siècle doré de l'État, eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est plus pareil. Il suffit de regarder les gilets jaunes en France, il suffit de regarder le convoi de la liberté au Canada, il suffit de regarder les différents coups d'État au Mali, et même il suffit de regarder, il y a quelques heures, que je suis tombé sur cette vidéo, le soulèvement de petites forces armées au Niger. Et ça, on peut donner des tonnes et des tonnes d'exemples. Donc, lorsque le prix de la confiance s'élève, le contrat entre personnes privées, quand je dis personnes privées, c'est à la fois physique et morale, eh bien, ce contrat devient difficile à assurer. Le tiers de confiance qu'est l'État ne sert plus à rien. Comme disent les Anglais, it becomes useless. Et donc, dans cette forme de situation, plusieurs choix s'offrent au peuple. Le premier, c'est chasser le gouvernement en place. Le deuxième, c'est tout simplement couper la tête du monarque. Et le troisième, c'est proclamer une nouvelle constitution, etc., etc., etc. Et dans ce chaos, on voit apparaître une autre voie alternative. Et cette voie, c'est la voie cryptographique. Donc, pour trouver une confiance, je reviens encore à l'aspect transactionnel de la confiance. Pour trouver une confiance dont le prix est à nouveau accessible à tous,
des anarchistes technologues, qu'on appelle aujourd'hui les cypherpunks, ont imaginé un autre moyen qui vienne concurrencer le rôle de tiers de confiance de l'État. Et cet autre moyen, c'est la fameuse blockchain, dont l'exemple par défaut, c'est le Bitcoin. Quelle est sa particularité? Eh bien, c'est assurer la confiance de façon décentralisée à un coût aussi équivalent ou sinon inférieur à celui de l'État. En réalité, comme je le disais tout à l'heure, tout est transaction. Je reviens encore sur l'exemple afin que je m'assure que nous sommes sur le même niveau de compréhension. Le timbre que vous achetez à la préfecture pour payer les services de l'État, aux impôts que nous payons à la fin de chaque année comptable, nous faisons acte d'achat de la confiance à l'État. Je veux que vous preniez le temps de digérer cette partie-là, parce qu'elle est importante pour la suite. On me dit tout le temps, la blockchain c'est purement capitaliste. Non. Ce qui se passe dans la vie réelle, c'est ce qui se passe au niveau de la blockchain. La différence étant que, à chaque fois que vous avez besoin d'un service de l'État, ben vous ne sortez pas votre carte bancaire. Par contre, lorsque vous la sortez une fois chaque année pour payer vos impôts, vous grincez les dents. La différence avec la blockchain, c'est que à chaque fois que vous allez vouloir un service, eh bien, vous allez sortir votre carte bancaire pour payer ce service. Par contre, à la fin de l'année, ben, vous n'aurez pas besoin de sortir votre carte bancaire pour payer un ensemble, une certaine somme à partir de ce que vous avez gagné. Et c'est ça la différence de fonctionnement entre ce système centralisé de l'État qui vous fait payer ces services à partir de tout ce que vous avez gagné, ce qui peut paraître injuste, et ce service décentralisé qui vous dit you pay as you go. Ça veut dire quand tu as un besoin, ben, tu viens dans le système et tu payes. C'était ça la première pensée des anarchistes qui ont créé ou qui ont mis en place la blockchain. Ces dernières années, le prix à payer pour la confiance a soudainement explosé. Donc, cet événement a poussé ou bien pousse aujourd'hui de plus en plus de citoyens à rechercher un autre acteur beaucoup moins cher, plus sûr et surtout moins porté sur les intérêts d'un petit groupe de personnes. Ce qui va alors nous poser la question finale à laquelle nous tentons de répondre depuis bientôt une trentaine de minutes. L'État, quel est son rôle au XXIe siècle? Lorsque tout était centralisé au XXe siècle, qu'on appelle l'âge d'or des États, qu'advient-il lorsqu'il y a plusieurs acteurs privés qui, pour le même service offert, le font 2 à 3 fois, voire parfois 10 fois moins cher que l'État ne peut le faire, mais dans un espace dit virtuel. Dans un espace complètement virtuel, où en réalité continue de se passer des interactions sociales et des échanges économiques et politiques, il devient difficile pour l'État d'y assurer la fonction que Max Weber chérissait tant, qui est le monopole de l'utilisation légitime de la force. Et dans le cas où l'État perd ce monopole d'utilisation légitime de la force,
dans cet environnement nouveau, il perd aussi une partie importante de ce qui fait sa légitimité. Donc, il lui reste un choix à faire. Soit il abandonne dans cet espace virtuel, dans ces espaces virtuels qu'on appelle le cyberespace, le monopole de l'utilisation de la force à des entités privées, exemple Facebook, exemple Twitter, exemple Sandbox, exemple Decentraland. Et donc, il va laisser ces entités privées réglementer la vie sociale, la vie économique, la vie politique et même la vie juridique dans cet espace-là. D'où le fait que je dis aux juristes, formez-vous à la blockchain, mais surtout formez-vous au contrat intelligent parce que c'est la nouvelle norme de réglementation des comportements sociaux, de la vie sociale, juridique, économique, politique dans le cyberespace. Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix, c'est lorsque l'État, dans un effort d'intégration, reconnaît cet espace comme étant également soumis à son monopole. Et donc, si cet espace est soumis à son monopole, il peut et doit être réglementé par lui. Exemple d'États qui aujourd'hui tiennent leur cyberespace dans la main, la Chine, la Russie. On aura beau dire qu'ils ne sont pas démocratiques, qu'il leur manque de la liberté, la réalité est là. Et cette réalité, eh bien, il faut l'intégrer à la vie de tous les jours. Soit on continue dans un état, dans un espace complètement chaotique où la vie réelle et la vie dans le cyberespace sont complètement désossés, complètement où il n'y a aucun lien, où ils sont désalignés, où l'État joue son rôle et essaye de réglementer cet espace également. Parce que c'est pour ça qu'on paye des impôts à l'État. Et donc, pour acquérir sa légitimité dans ce cyberespace, l'État travaillera d'abord à protéger la liberté et l'autonomie de ses citoyens en échange d'une partie de la confiance que ces citoyens, ces personnes privées, auront donnée dans un premier temps à la machine qui est autonome. Là, je parle de la blockchain. Cette machine appartient à des entités privées qu'aujourd'hui on appelle clairement et nettement des communautés blockchain. D'ailleurs, qu'on peut comparer à des formes de tribus, à des formes de clans. Exemple, le clan des bitcoiners. Ça, c'est pour la blockchain Bitcoin. Le clan de ceux qui possèdent l'Ether. Le clan de ceux qui sont dans Elrond. Binance. Etc. etc. Donc, on se rend compte que la meilleure approche pour l'État, c'est une intégration progressive de toutes ces nouvelles communautés dans son champ ultime qui est celui du monopole légitime de la force. Si vraiment
on se positionne du point de vue de Max Weber. Et donc la question qui va se poser pour moi, c'est que fera l'État? Ou du moins la question que je vais poser au président Macron, parce que je suis en France. Monsieur le Président, quel choix allez-vous faire maintenant? Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout pour cette 6e séance d'introduction juridique à la blockchain. Aujourd'hui, nous avons parlé principalement du rôle de l'État à l'ère de la blockchain. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre introduction juridique à la blockchain. Ciao.